Alors bonjour, voici la vidéo pour remplir le chapitre 11 sur la transformation physique. Alors dans cette première partie, on va s'intéresser aux différents changements d'état. Donc on va rappeler quels sont les trois états de la matière que vous voyez directement et comment s'appelle le changement d'état entre deux états de la matière. Donc la matière qui nous entoure peut se trouver sous trois états physiques différents que vous connaissez. On a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Alors ça, c'est une vision globale, de manière assez classique, parce qu'en réalité, il existe d'autres états de la matière. Il n'y en a pas seulement que trois, mais c'est ceux qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Donc par exemple, vous avez comme autre état de la matière le plasma, qui est un gaz de protons et d'électrons mélangés, qu'on va trouver dans certaines conditions avec une très grande température et une très grande pression, comme au cœur du Soleil, par exemple. Alors on a aussi d'autres états qui sont étudiés en laboratoire, comme l'état superfluide à très basse température, qui va correspondre à des fluides qui vont s'écouler sans aucun frottement, sans viscosité, ou d'autres états comme le condensat de Bose-Einstein à très basse température également. Donc il y a beaucoup d'autres états qui sont étudiés en laboratoire. Donc de manière classique, nous, on considère ces trois états, solide, liquide et gaz. Donc, vous avez des changements d'état entre deux états qui portent un nom bien précis qui sont à connaître. Donc, entre l'état solide et l'état liquide, on va commencer par celui-là, on a la fusion. Donc, vous avez un glaçon que vous mettez sur une table, il va fondre à température ambiante. Donc, on a ce qu'on appelle de la fusion. Ensuite, de liquide à gazeux, vous avez de la vaporisation. Donc de l'eau qui est mise à température ambiante, naturellement, va s'évaporer, donc elle va se transformer en vapeur, donc elle va se vaporiser. Donc vaporisation. Alors ensuite, quand on passe de solide à gaz directement, sans passer par la case liquide, on verra qu'on applique ce changement d'état dans la lyophilisation des aliments, on parle de sublimation. Donc on a bien un glaçon qui passe directement à l'état gazeux. Alors maintenant, dans les autres changements d'état, quand on va dans l'autre sens, donc quand on part du gaz et qu'on va vers le liquide, on a de la liquéfaction. Donc typiquement, quand vous avez des gouttes qui s'écoulent sur un miroir dans une salle de bain, vous avez bien la vapeur d'eau qui s'est condensée et qui est devenue liquide. Donc on a ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours de la condensation, mais qui n'est pas le bon terme. Le bon terme en physique, c'est la liquéfaction, puisque ça devient liquide. Alors ensuite, ce liquide, par exemple, si vous le mettez dans un congélateur, il va devenir solide, donc il va se solidifier, donc on parle de solidification. Et il reste un dernier état, c'est si on passe directement de l'état gazeux à l'état solide, encore une fois sans passer par l'état liquide, c'est ça qu'on va appeler justement la condensation. Donc la condensation dans la vie de tous les jours, on a de la condensation sur les vitres, mais en réalité c'est de la liquéfaction. La vraie condensation en physique, on passe directement à l'état solide. Alors ce n'est pas des choses qu'on rencontre forcément dans la vie de tous les jours. Il faut des conditions un peu particulières de température et de pression pour avoir ces changements d'état. Mais on peut les avoir dans certaines conditions. Alors, il ne faut pas confondre vaporisation, évaporation et ébullition, parce qu'on a tendance à utiliser ces trois mots en les échangeant, mais chacun représente quelque chose de bien précis. Donc, la vaporisation, on l'a vu, c'est le nom du passage de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, en fait, l'eau liquide se transforme en vapeur d'eau, par exemple. Donc, on a de la vaporisation. Et cette vaporisation peut se faire par deux moyens, suivant les conditions dans lesquelles elle se fait. Alors, soit elle se fait à température ambiante, donc à la surface libre d'un liquide. Donc, vous avez une flaque d'eau, si vous attendez, par exemple, il a plu sur le sol est mouillé, naturellement, l'eau va s'évaporer. Ou à la surface d'un lac, comme vous pouvez voir ici, on a de l'eau qui s'évapore. Donc, dans ces cas-là, on dit qu'on a une vaporisation par évaporation. On dit bien que de l'eau s'évapore.
Et si on commence par contre à chauffer de l'eau liquide, on lui apporte de la chaleur, à ce moment-là, l'eau va se vaporiser à sa température de vaporisation. Donc par exemple 100 degrés pour de l'eau liquide. Et il va se former dans le liquide des bulles qu'on ne va pas trouver à la surface d'un lac ou sur une flaque d'eau qui s'évapore. On va trouver des grosses bulles de vapeur qui se forment au sein du liquide. Et dans ces cas-là, ces bulles, ça va donner ce qu'on appelle de l'ébullition. Et pour ça, il faut chauffer jusqu'à la température de vaporisation. Donc l'évaporation et l'ébullition sont deux moyens de vaporisation dans des conditions particulières. Alors, les différents changements d'état qu'on a vus vont se rencontrer au quotidien. Alors, j'ai mis quelques exemples ici. Donc, par exemple, dans le cycle de l'eau, vous avez l'atmosphère naturellement qui contient de la vapeur d'eau. Ça s'appelle un degré d'hygrométrie ou l'humidité. Et la formation des nuages, en fait, va être obtenue par liquéfaction. Donc, la vapeur d'eau, en se refroidissant quand elle monte dans l'atmosphère, va passer à l'état liquide, donc en subissant une liquéfaction. Et on obtient des nuages, je vous rappelle, qui correspondent au moins à de l'eau liquide. Ça n'est pas de l'eau à l'état gazeux, des nuages. Sinon, ça ne se verrait pas. Donc, ils vont subir une liquéfaction, et si jamais il fait très très froid, ça peut aussi donner une condensation, donc la vapeur d'eau devient directement solide, et donc on a des nuages de petits cristaux de glace, et tout ça, quand ça s'accumule et quand ça devient trop lourd dans certaines conditions, ça va donner de la neige, brouillard, pluie, etc. Alors, on rencontre aussi ces changements d'état en cuisine. Alors évidemment, vous avez l'eau que vous allez mettre à bouillir pour faire les pâtes, mais par exemple dans le pop-corn, on n'y pense pas forcément. Mais comment le pop-corn va éclater? Tout simplement, les petits grains de maïs contiennent de l'eau qui, quand on va la mettre à chauffer, tout d'un coup, va se vaporiser, et la vapeur d'eau a un volume beaucoup plus important que l'eau liquide. Donc, tout d'un coup, ça va faire éclater le grain de maïs. Donc, le petit grain de maïs, l'eau dans le grain de maïs va subir une vaporisation. Alors après, vous avez la lyophilisation dont je vous ai parlé. Alors vous avez par exemple le café soluble, c'est du café qui a subi de la lyophilisation, ou par exemple les sachets de soupe en poudre, donc il suffit de rajouter de l'eau, et c'est la même chose. Alors les astronautes utilisent beaucoup dans la Station spatiale internationale d'aliments lyophilisés dans lesquels on n'a que de l'eau à rajouter. Donc ça permet en plus de conserver les aliments pendant très longtemps. Donc, comment on obtient des aliments lyophilisés? Eh bien, en fait, les aliments naturellement contiennent de l'eau liquide, et donc on va faire plusieurs changements d'état. On va d'abord les congeler. Donc, on a un premier changement d'état qui va correspondre à une solidification. Donc, l'eau de l'aliment va passer à l'état solide. Et quand on a le glaçon d'aliment, en fait, on va faire le vide. Donc, on va le mettre dans une enceinte spéciale, on va faire le vide. Et là, il y a un changement d'état qui se produit par la différence de pression. L'eau solide de l'aliment va passer de l'état solide à l'état gazeux directement, sans passer par la case liquide. Donc, elle va subir une sublimation. Et après, la vapeur d'eau qu'on a, on va la retirer, et il nous reste l'aliment avec uniquement ses nutriments, sans la trace d'eau. Donc ça va être beaucoup plus léger à transporter, et ça va pouvoir être conservé pendant très longtemps. Alors, petit rappel sur ces changements d'état au niveau des états qui coexistent pendant le changement d'état. On avait vu en tout début d'année que le changement d'état d'un corps pur, donc de l'eau pure par exemple, donc pas de l'eau salée, pas un mélange, va s'effectuer, c'est un moyen de reconnaître un corps pur d'ailleurs d'un mélange, à température constante. Et pendant que le changement d'état se fait, en fait on a les deux états qui coexistent, donc qui existent ensemble. Par exemple, si vous prenez un glaçon que vous sortez du congélateur, donc il sera par exemple à moins 10 degrés, vous le laissez se réchauffer, donc le glaçon va progressivement se réchauffer, donc sa température va augmenter jusqu'à atteindre 0 degré. Et à partir de 0 degré,
la température de fusion, le glaçon va commencer à fondre. Donc, on va avoir de l'eau liquide qui va apparaître autour du glaçon. Au fur et à mesure qu'il fond, donc l'eau liquide, la part d'eau liquide augmente, la part de glaçon diminue, mais la température reste bloquée à 0 degré. Tant qu'on a le changement d'état, on reste à 0 degré, tant qu'il reste et de la glace et de l'eau liquide. Et quand le dernier petit morceau de glace a terminé de fondre et qu'on n'a plus que de l'eau liquide, eh bien à ce moment-là, la température de l'eau liquide va pouvoir augmenter progressivement pour arriver à la température ambiante, à 20 degrés par exemple. Donc là, ça pourra continuer à augmenter. Mais tant qu'il y a le changement d'état, en fait, la température reste bloquée à la température du changement d'état. Alors, on va écrire une équation de ce changement d'état. Alors, vous allez voir que ça va être très très simple. Donc déjà, il y a des petites choses dont il faut se souvenir pendant ce changement d'état, qui vont expliquer d'ailleurs les conservations de la masse pendant un changement d'état. C'est-à-dire que si vous avez 10 grammes de glaçons, vous obtiendrez 10 grammes d'eau liquide. Ça ne va pas être plus léger ou plus lourd parce que les molécules d'eau que j'avais dans l'état solide, je les retrouve toujours dans l'état liquide. La seule chose qui change, ce sont l'agitation de ces molécules d'eau et les interactions qu'il y a entre elles. Donc pendant un changement d'état, en fait, les entités chimiques, donc que ce soit atomes, ions, molécules, ne sont pas modifiées. Elles sont toujours là. Donc quand un glaçon fond, il y a des molécules d'eau dans le glaçon et également dans l'eau liquide que l'on obtient. Et on a exactement le même nombre de molécules dans le glaçon que dans l'eau liquide qu'on obtient. Donc qu'est-ce qui change? On le verra dans le schéma dans la suite, c'est l'arrangement spatial des entités. Elles ne sont pas rangées de la même manière et on n'a pas la même agitation dans les deux états. Donc ça entraîne des changements dans les propriétés de la matière, mais on ne va pas avoir de changement dans la masse, par exemple. Et donc, ce genre de transformation s'appelle bien des transformations physiques. Donc, pourquoi physique? Parce qu'il n'y a que l'état physique qui change. Ce ne sont pas, à l'inverse, des transformations chimiques. Les transformations chimiques, comme on le verra dans le chapitre sur les transformations chimiques, si j'ai de l'eau au départ comme réactif, à la fin, comme produit, elle n'est plus là. Donc, elle a disparu. Et les atomes de molécules d'eau ont servi à fabriquer autre chose. Alors, on va écrire une petite équation pour modéliser ce changement d'état. Alors, ça va être assez simple. En fait, on va écrire la formule de l'espèce qui change d'état, qui est donc identique au début et à la fin. Donc, on va la recopier. On va recopier sa formule au début et à la fin. Et qu'est-ce qui change entre les deux? C'est uniquement l'état physique. Donc, on va rajouter une petite lettre à côté de la formule, entre parenthèses et en indice, donc en petit, en bas de la formule, qui va indiquer l'état physique de l'espèce au début et à la fin. Donc ça va changer. Donc vous avez trois états possibles. Vous avez l'état solide, donc S entre parenthèses, l'état liquide L, et l'état gazeux, donc en gaz, avec un petit g. Donc de manière générale, on va écrire la formule de l'espèce avec le premier état dans lequel elle est, une flèche, la formule de l'espèce qu'on recopie, puisque c'est toujours la même espèce chimique, donc on recopie la même formule qu'au début, et ce qui change, c'est l'état physique en deuxième. Donc le deuxième état physique n'est plus le même. Alors, exemple, si je regarde l'équation de vaporisation de l'eau, donc la vaporisation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Donc j'ai de l'eau à l'état liquide, L, qui va passer à l'état gazeux, G. Donc je vais noter la formule de l'eau, donc ça va être H2O, entre parenthèses L pour liquide, donc au début elle est à l'état liquide, une flèche, et elle passe à l'état gazeux. Alors ça, on peut vous demander d'écrire des équations de changement d'état d'une particule, enfin d'une entité. Alors on vous donnera certaines formules si vous ne les connaissez pas. Donc par exemple, l'équation de fusion du sucre, donc qui est le saccharose. Donc la formule du saccharose, c'est C12H22O11. Donc vous pouvez essayer d'écrire l'équation de ce changement d'état.
Alors, je vais recopier la formule au début, à la fin, je mets une flèche entre les deux et je précise l'état du début et l'état de la fin. Donc, si j'ai une fusion, ça veut dire qu'on passe de l'état solide à l'état liquide. Donc, au début, je vais avoir C12H22O11 solide, une flèche qui passe en C12H22O11 liquide. Donc ça, c'est tout simplement quand on fait du caramel, parce que le sucre fond, hein, il suffit de mettre du sucre dans une casserole, de le mettre à chauffer, et quand il va atteindre les 180 degrés à peu près, il va se mettre à fondre dans un liquide assez visqueux, coloré, hein, en marron clair, marron foncé, qui va être du caramel. Voilà, tout simplement. Donc le sucre, comme l'eau, est capable, comme la glace, est capable de fondre, mais pas à la même température que la glace. Alors maintenant, si on essaie de voir un petit peu à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des entités, hein, si on les dessine, si on les voit, ce qui se passe quand il y a un changement d'état, et pour chaque état. Donc déjà, une première chose à savoir, c'est que les entités sont constamment en mouvement. Hein, c'est-à-dire que quel que soit leur état physique, solide, liquide, gazeux, les entités bougent tout le temps et elles vont bouger, leur mouvement va être en fonction de la température. Donc cette agitation, on va l'appeler l'agitation thermique. Thermique, ça va être lié à la chaleur. Hein, elle va être différente suivant l'état physique, c'est-à-dire qu'elle va être différente suivant la température. Alors, on va décrire un petit peu cette agitation suivant les trois états. Donc, le premier état, vous reconnaissez les petites têtes de Mickey, hein, c'est-à-dire les molécules d'eau. Donc, pour le premier état ici, c'est l'état solide. Donc, on constate qu'un solide va être formé, donc, si je prends l'exemple de l'eau, hein, de molécules d'eau, donc d'espèces chimiques qui sont très rapprochées les unes des autres. Hein. On voit qu'il y a très peu d'espace entre chaque molécule d'eau et elles vont être très fortement liées les unes aux autres. Hein, il y a très peu de liberté de mouvement, mais même à l'état solide, ça n'est pas figé. Hein, vous voyez des petits traits ici qui représentent du mouvement. Et en fait, on a des vibrations. Chaque petite molécule d'eau est en train de vibrer. On a les liaisons entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène qui s'allongent. On a l'angle qui bouge. Enfin, on a un petit peu de vibration et de mouvement là-dedans. Mais ça reste limité. Chaque molécule d'eau est assez figée dans son environnement et on a très peu de liberté de mouvement en fait entre chaque molécule. Donc dans un solide, les particules sont quasi, on ne peut pas dire complètement, mais quasi immobiles et elles sont très liées entre elles. Hein. On a des formes de liaisons entre chaque molécule qui ne sont pas des liaisons covalentes, hein, qui sont moins fortes que des liaisons covalentes, mais qui sont des liaisons intermoléculaires assez fortes. Hein. Dans le cas de l'eau, ce sont des liaisons, des liaisons hydrogènes qu'on détaillera un peu plus l'année prochaine. Alors, dans un état liquide, qui est le prochain état, on voit que les molécules sont toujours très rapprochées, il y a toujours peu d'espace entre elles, mais on va avoir beaucoup plus de mouvement. Donc les molécules vont tourner, glisser les unes sur les autres, un petit peu comme si hein, vous avez un paquet de billes dans un sac et vous bougez ce paquet de billes, ben, les billes vont glisser les unes sur les autres. Et ce qui explique qu'un liquide peut couler. Hein. Quand vous versez un verre d'eau, les molécules glissent les unes sur les autres pour pouvoir tomber du récipient. Donc, un liquide est constitué d'espèces chimiques toujours très rapprochées. Hein. Ça, c'est le point commun qu'on a entre les deux, solides et liquides. Les deux sont très rapprochés. Elles glissent les unes sur les autres en étant reliées entre elles par des liaisons. Donc, on a toujours des liaisons. Hein. Si elles n'étaient pas reliées, elles partiraient dans tous les... Elles s'éloigneraient les unes des autres. Donc, comme elles sont très rapprochées, ces molécules, c'est qu'on a toujours des liaisons entre elles. Alors, dans un liquide, les particules sont légèrement agitées, un peu plus que dans un solide, et peu liées entre elles, mais toujours quand même un peu. Hein, parce qu'on va voir que là où c'est pas lié, c'est dans un état gazeux. Alors, pour la glace, on a, pour l'eau, un phénomène qui se retrouve très rarement dans les autres types d'espèces chimiques, c'est que la glace, en fait,
est moins dense que l'eau liquide. Ça veut dire que les molécules dans un glaçon sont un tout petit peu plus éloignées les unes des autres que dans l'état liquide. Ça se voit un petit peu sur le dessin, hein. On voit que les molécules d'eau ici sont un peu plus rapprochées, il y a un peu moins d'espace, hein, entre chacune molécule d'eau que dans de la glace. Et les conséquences, c'est que, par exemple, si je prends 1 mètre cube de glace, je vais trouver moins de molécules d'eau que dans 1 mètre cube d'eau liquide. Donc si je trouve moins de molécules d'eau, ça veut dire que c'est un peu moins lourd que 1 mètre cube d'eau liquide. Et conséquence, la glace va être un tout petit peu plus légère que l'eau liquide. Alors, la différence est relativement faible, mais elle est suffisante pour que la glace soit moins dense et donc qu'elle flotte. Donc quand vous mettez un glaçon dans un verre d'eau, le glaçon va flotter, hein, parce qu'il est il est moins dense que l'eau liquide, parce que s'il était plus dense comme tous les autres espèces chimiques, c'est le cas en général, et bien tout simplement la glace se retrouverait au fond du verre. Voilà, c'est une petite particularité pour l'eau liquide. Alors, il nous reste un état à voir, c'est l'état gazeux. Donc là, vous voyez que les molécules ne sont plus du tout liées les unes aux autres. Il y a beaucoup d'espace entre chaque molécule et ça bouge dans tous les sens. Donc, un gaz est composé d'espèces chimiques, cette fois, qui sont espacées. Donc, ça n'est plus du tout rapproché comme pour l'état solide et liquide. Donc, elles sont vraiment libres les unes par rapport aux autres, sans liaison entre elles. Et en fait, elles sont en permanence en train de s'entrechoquer, de se rentrer dedans, et ça repart dans l'autre sens. Il y a des échanges de quantité de mouvement, donc des changements de vitesse entre chaque molécule, hein, ça bouge en permanence. Donc dans un gaz, les particules sont très agitées et non liées entre elles. Alors, quand on a un changement d'état, puisque là maintenant on a vu à quoi ressemble chaque état, quand on passe de solide à liquide ou de liquide à gazeux, en fait on a besoin de chauffer. Alors le glaçon se chauffe naturellement si on le laisse à température ambiante, puisque sa température de départ n'est pas de 20 degrés, hein, il est beaucoup plus froid. Donc il va se chauffer à l'air ambiante, et l'eau liquide, quand on la met à chauffer, elle va passer à l'état gazeux. Donc quand on va chauffer, on apporte de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur, et ça va augmenter l'agitation thermique. Donc les molécules vont se mettre à bouger de plus en plus, jusqu'à ce que les liaisons s'affaiblissent ou se cassent. C'est-à-dire qu'à force que les molécules bougent, les liaisons entre elles se cassent tout simplement, et on a un changement d'état. Alors à l'inverse, si je veux passer de l'état gazeux à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état solide, on doit refroidir. On va mettre de l'eau liquide au congélateur par exemple pour qu'elle devienne solide. Donc quand on refroidit, les entités vont ralentir et l'agitation thermique va diminuer jusqu'à ce que des liaisons se créent entre les particules ou si elles existaient déjà, ces liaisons deviennent de plus en plus fortes. Voilà ce qui se passe à l'échelle microscopique quand on a un changement d'état. Alors, petite remarque, ne pas confondre fusion et dissolution. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez confondre quand vous parlez du sucre, par exemple, dans un café. On a tendance à dire le sucre fond, alors que c'est faux. Donc la fusion, on l'a déjà vu, c'est le nom du passage de l'état solide à l'état liquide. Donc l'agitation des particules augmente, les liaisons entre les particules sont de plus en plus faibles, donc les particules peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Donc par exemple, fusion de la glace, l'équation va être H2O solide, une flèche, on passe à H2O liquide. Alors à ne pas confondre avec ce qui est sur la prochaine page, qui est la dissolution. Donc la dissolution, on l'a déjà vu, on a fait tout un chapitre dessus, c'est la mise en solution d'un soluté dans un solvant. Donc vous mettez du sucre dans l'eau. Donc le sucre va se dissoudre, donc il ne va pas fondre. On a vu que pour que le sucre fonde, il faut chauffer à 180 degrés. Et le café, il n'est pas à 180 degrés. D'ailleurs, il n'y aurait plus de café, il serait déjà passé à l'état gazeux.
Donc les particules du soluté, ce qui va se passer, hein, on traitera ça de manière un peu plus précise en première spécialité. Chaque petit grain de sucre va se séparer, va s'entourer de molécules d'eau, donc ça n'est pas une fusion. On peut considérer qu'il reste à l'état solide, mais tout en étant séparé, chaque molécule, chaque entité est séparée de sa voisine et entourée de solvants. Donc, exemple, quand on met du sucre dans l'eau, il est physiquement faux, comme je l'ai dit, de dire que le sucre fond. En fait, le sucre se dissout, hein, et on obtient une solution qu'on appelle aqueuse, si on l'a mis dans l'eau. Donc l'équation, elle est un peu différente. On va passer du sucre solide, C12H22O11 solide, à C12H22O11 aqueux. Donc aqueux, ça veut dire que c'est un état un peu particulier. Il est toujours plus ou moins solide, mais il est entouré de molécules d'eau. Donc toutes les molécules de sucre sont dispersées entre les molécules d'eau et elles s'entourent de molécules d'eau. Donc on dit qu'on l'a mis en solution. Alors vous avez ici un petit schéma qui explique bien la différence entre fusion et dissolution, hein. Donc à l'état solide, les particules sont quasiment immobiles, elles sont liées entre elles, et on passe à l'état liquide, les particules sont mobiles, elles bougent, et elles sont quand même un peu liées entre elles, mais moins que dans l'état solide. Tandis que pour la dissolution, vous avez votre petit morceau de sucre dans l'eau, ici, dès qu'on l'a mis, et avec la dissolution, alors ça va plus vite en agitant, hein, parce que si on attend naturellement, ça peut prendre des semaines, mais ça se fera. Donc les particules vont se disperser au milieu des autres, hein, et on a une dissolution dans une solution aqueuse, par exemple. On obtient une solution aqueuse si le solvant est l'eau. Alors dans cette deuxième partie, on va s'intéresser maintenant à l'énergie d'un changement d'état. Donc on a vu les états de la matière, les changements d'état, et maintenant on va quantifier un petit peu tout ça en termes d'énergie. Alors, on va définir déjà, comme en mécanique, hein, on verra, ou on l'a déjà vu, ça dépend de la progression, ce qu'on appelle le système que l'on étudie. Donc le système, c'est par exemple les glaçons que vous pouvez utiliser en TP, et on va s'intéresser aux échanges thermiques, donc ces échanges d'énergie thermique qu'il va effectuer avec ce qu'on appelle le milieu extérieur. Donc j'ai mon système, et tout ce qui n'est pas le système, c'est ce qui l'entoure, donc le milieu extérieur. Donc ça peut être l'air, ça peut être le récipient qui contient mon système, hein, qui fait aussi partie du milieu extérieur. Donc on va étudier tous les échanges qu'il peut y avoir. Donc les échanges d'énergie thermique, il faut d'abord savoir comment va se noter cette énergie thermique et en quelle unité on va l'utiliser. Donc l'énergie thermique échangée, qui s'appelle aussi le transfert thermique, va se noter Q majuscule et va se mesurer en joules, donc symbole grand J. Alors comme toute unité, il y a des multiples. Alors vous avez le kilojoule qu'on va utiliser très souvent. Donc 1 kJ, c'est comme 1 km par rapport au mètre. 1 km, c'est 1000 mètres, donc 1 kJ, c'est 1000 joules. Donc ça va se noter K minuscule, J majuscule. Et le mégajoule, donc M majuscule, hein, puisque M minuscule est déjà pris par milli, donc il correspond à 1 million de joules. Alors le joule, J majuscule, parce que c'est le nom d'un scientifique, hein. Alors, ce scientifique, c'est James Prescott Joule, qui était un physicien anglais du 19e siècle, qui a fait beaucoup de travaux sur la mécanique, les échanges thermiques, et qui a, entre autres, travaillé aussi sur du courant électrique qui traverse une résistance. Et en fait, à chaque fois qu'on a ce courant électrique dans un circuit électrique, dans une résistance, ça va dissiper de l'énergie thermique. Donc cet effet va s'appeler l'effet Joule, hein, qu'on étudiera l'année prochaine en spécialité. Alors, au cours d'un changement d'état, donc vous avez deux types de transformations qu'on va voir. Donc je m'intéresse toujours à mon système, hein. Je prends mon système, les glaçons, l'eau liquide, enfin ce que je dois changer comme les espèces chimiques que je dois changer d'état. Donc soit le système va libérer, céder de l'énergie thermique. Alors
il le libère, il le cède, c'est pas perdu pour tout le monde. Ça va être gagné par le milieu extérieur. Donc dans ces cas-là, on va dire que le changement d'état est exothermique. Donc exo, ça veut dire à l'extérieur. Donc ça veut dire que ça part, la chaleur, même si on ne doit pas dire ça, l'énergie thermique part vers l'extérieur. Hein, vous avez le même genre de vocabulaire pour une exoplanète. Hein, c'est une planète qui est en dehors du système solaire. Donc là, cette énergie thermique, elle part vers le milieu extérieur. Donc le milieu extérieur va se réchauffer. Hein, c'est pas perdu pour tout le monde. Vous avez par exemple ça pour les petites chaufferettes de poche. Hein, vous avez un changement d'état qui va se produire dans la chaufferette de poche qui va libérer de l'énergie thermique. Donc on va avoir une transformation exothermique. Et cette énergie thermique va nous servir à nous pour nous réchauffer les mains, par exemple. Alors, comme on s'intéresse toujours au système, bah, c'est pour le système, même si c'est gagné pour nous, hein, pour le milieu extérieur, pour le système, c'est perdu. C'est de l'énergie qu'il a en moins. Donc, on va compter cette énergie thermique négativement. Hein, donc, Q sera négatif parce que c'est de l'énergie qui est perdue pour le système. Alors, à l'inverse, on a certaines transformations qui vont faire gagner de l'énergie au système. Donc le système va recevoir, va absorber, va gagner de l'énergie thermique. Alors elle ne provient pas de nulle part, hein, cette énergie, elle provient du milieu extérieur. Donc c'est perdu pour le milieu extérieur. Hein. Le milieu extérieur, du coup, va se refroidir. Donc dans ces cas-là, ce changement d'état, cette transformation sera dit endothermique. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Donc le milieu extérieur perd de l'énergie, lui. Donc il va se refroidir. Alors vous avez ça, on va voir, hein, quand par exemple vous sortez de la douche et que vous avez froid. Et bien tout simplement, c'est que l'eau liquide qui est sur vous va se vaporiser et en se vaporisant, elle a besoin d'énergie. Donc elle va la prendre au milieu extérieur, donc un peu à l'air et puis surtout à vous. Hein, donc si elle la prend à vous, ben, vous vous refroidissez. Donc l'énergie thermique, elle est absorbée par le système, donc pour lui, il gagne de l'énergie. Donc dans ces cas-là, cette énergie sera comptée positivement pour le système, hein, donc Q sera positif. Alors si je regarde les différentes transformations physiques qu'on a vues ici, donc pour que quand j'ai un glaçon, pour qu'il passe à l'état liquide, il faut chauffer. Donc il faut lui apporter de l'énergie thermique. Hein, donc cette énergie thermique va être gagnée pour lui. Donc ça va être un gain d'énergie thermique. Et pareil quand je passe de l'état liquide à l'état gazeux ou quand je passe de l'état solide à l'état gazeux. Hein, vous voyez que les flèches sont en rouge, ça veut dire qu'à chaque fois il faut apporter de l'énergie thermique au système. Donc si j'apporte de l'énergie thermique au système, c'est de l'énergie qui est gagnée. Il absorbe de l'énergie du système, du milieu extérieur. Donc, on a déjà les trois premiers changements d'état, hein, fusion, vaporisation et sublimation. Toutes les flèches rouges absorbent de l'énergie au milieu extérieur, du coup, qui se refroidit. Et donc, cette énergie, elle sert à quoi? Elle sert, comme on l'a vu, hein, donc tout se recoupe, à augmenter l'agitation des particules. Donc, ils vont casser les liaisons entre particules, éventuellement, donc ils vont procéder au changement d'état. Donc ces changements d'état sont endothermiques, hein, c'est de l'énergie qui est gagnée pour le système. Alors à l'inverse, toutes les flèches bleues, donc vous avez la solidification, la liquéfaction et la condensation. En fait, on doit refroidir. Donc ces trois transformations, solidification, condensation, liquéfaction, libèrent de l'énergie vers le milieu extérieur qui va se réchauffer. Hein. Donc oui, l'eau liquide, quand elle passe à l'état solide, elle va libérer un peu son énergie thermique, donc ça réchauffe un peu le congélateur. Hein. Donc c'est pour ça qu'il doit être en fonctionnement pour compenser un petit peu ça. Donc l'agitation des particules pour le système va diminuer et les liaisons vont se créer. Donc ce sont des transformations qui sont exothermiques. Alors j'ai oublié de dire, hein, mais j'en ai parlé tout à l'heure, l'exemple de transformation endothermique. Quand on sort de la douche, hein, l'eau liquide sur notre corps va s'évaporer, donc vaporisation. Et pour ça, elle a besoin d'énergie qu'elle va nous prendre à nous. Hein.
de manière très, très sympathique. Donc elle prend l'énergie où elle la trouve à notre corps, donc il va se refroidir. Et c'est pour ça qu'on a froid. Alors à l'inverse, pour les transformations exothermiques, donc exothermique, tout de suite il faut penser à libération de chaleur. Alors bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on met de l'eau liquide dans un congélateur qu'on a cette transformation exothermique, mais ça l'est beaucoup plus dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la chaufferette de poche. En fait, elle va passer de l'état liquide, il y a un liquide à l'intérieur qui passe de l'état liquide à l'état solide, et pour faire ça, elle va libérer beaucoup d'énergie thermique qui va nous réchauffer, donc nous servir pour nous, ça va réchauffer le milieu extérieur. Alors maintenant, on peut quantifier un petit peu tout ça en parlant d'énergie massique de changement d'état. Alors, la définition, elle est donnée dans le nom, Donc, l'énergie massique, c'est l'énergie par masse, donc par kilogramme. Donc, une énergie, c'est en joules, donc vous avez l'unité. Une énergie, ce sera des joules massiques par kilogramme. Donc, l'énergie massique de changement d'état d'une espèce, alors on va la noter grand L, par définition, et ça correspond à l'énergie échangée, donc là ça peut aller dans les deux sens, donc c'est soit absorbé, soit libéré, ça dépend si c'est endothermique ou exothermique, donc lors du changement d'état d'1 kg de l'espèce, donc c'est quantifié pour 1 kg. Donc elle va se mesurer en joules par kilogramme, joules pour 1 kg moins 1. Alors on a vu que la fusion, la vaporisation et la sublimation sont des transformations endothermiques. Donc elles absorbent de l'énergie. Donc l'énergie globale est comptée positivement pour le système. Donc ça veut dire que l'énergie absorbée pour 1 kg sera positive aussi. Si elle l'est pour le système, elle l'est pour 1 kg de système. Donc ça veut dire que l'énergie massique de changement d'état, donc l'énergie massique de la fusion, l'énergie massique de la vaporisation et de la sublimation seront positives. Vous avez ici des exemples de l'énergie massique de fusion et de l'énergie massique de vaporisation, et donc vous voyez qu'elles sont toutes positives. Donc pour l'éthanol, on aura 109 kJ par kilogramme. Pour la vaporisation, on aura 855 kJ par kilogramme. Alors vous avez l'eau, vous avez l'or, donc tout ça est répertorié dans des tables, et on peut avoir soit besoin de ces valeurs, soit on peut les déterminer par expérience. Alors à l'inverse, dans l'autre sens, donc on a vu l'énergie massique de fusion est positive, mais la transformation inverse, elle, est exothermique, donc elle va libérer de l'énergie au système, au milieu extérieur, pardon. Et donc elle va être comptée négativement pour le système. Ça veut dire que l'énergie massique de solidification, qui est l'inverse de la fusion, sera négative. Et elle sera négative et en plus elle sera exactement en fait l'opposé de l'énergie massique de fusion. Donc j'ai le même chiffre mais avec un moins, tout simplement. Donc quand on a l'une, on a l'autre en fait. Donc à l'inverse, c'est valable pour la solidification mais pour les deux autres aussi. Donc la liquéfaction et la condensation sont des transformations exothermiques. Ça veut dire que l'énergie massique de changement d'état est négative. Elle est négative. Donc les changements d'état inverses, donc vous prenez fusion, solidification, vous avez également sublimation, condensation et vaporisation, liquéfaction. En fait, elles vont avoir des énergies massiques opposées. Donc opposées, c'est la même chose mais avec un moins. Donc vous avez les trois cas qui sont notés, donc L fusion positif, ça veut dire que L solidification va être égal à moins L fusion. L vaporisation est positive, donc le changement d'état inverse c'est la liquéfaction. Donc L liquéfaction va être égal à moins L vaporisation, donc la même valeur. Et L condensation sera égal à moins L sublimation. Donc si je prends un exemple, pour l'eau,
hein, vous avez 335 kJ par kilogramme lors de la fusion. Ça veut dire que pour la solidification de l'eau, L solidification sera égale à moins 335 kJ par kilogramme. Donc quand on vous donne une valeur, en fait, on vous donne l'énergie massique du changement d'état inverse. Hein, on n'est pas obligé de vous donner celle de la solidification si on vous donne la fusion. Hein, c'est la même chose mais avec un moins. Alors, cette énergie, petite remarque, va aussi être appelée la chaleur latente de changement d'état ou l'enthalpie de changement d'état. Bon, ça, c'est des choses que vous pouvez rencontrer dans certains livres, dans le supérieur également, hein, mais au lycée, on emploiera toujours le terme d'énergie massique de changement d'état. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette énergie massique de changement d'état? Si je prends l'exemple de la vaporisation de l'eau. Donc, la vaporisation de l'eau, on a vu dans le petit tableau, L vaporisation est égale à 2265 kJ par kilogramme. Donc, concrètement, ça veut dire que si vous avez 1 kg d'eau liquide dans votre casserole, ici, vous allez devoir apporter 2265 kJ en la chauffant pour qu'elle se vaporise entièrement. Alors ensuite, on va avoir du coup une formule qui va apparaître puisque tout ça va être proportionnel. Parce que si pour 1 kg d'eau liquide, j'ai besoin de 2265 kJ, si je prends 3 kg d'eau liquide, j'aurai tout simplement besoin d'un apport 3 fois plus important d'énergie pour la vaporiser. Donc j'aurai besoin de 3 fois 2265, c'est-à-dire 6795 kJ. Donc vous voyez qu'il y a une proportionnalité entre la masse d'espèces chimiques que j'ai à vaporiser ou dont j'ai besoin de faire le changement d'état et l'énergie massique de changement d'état que je peux avoir. Donc l'énergie thermique échangée. Donc échanger, hein, comme tout à l'heure, ça peut vouloir dire soit libérer, soit absorber, suivant le changement d'état dont on parle. Ça va être proportionnel à la masse de l'espèce chimique qui subit la transformation. Plus j'ai une masse importante d'espèces chimiques dont j'ai besoin de changer l'état, plus je vais devoir apporter d'énergie thermique ou plus elle va libérer d'énergie thermique, hein, suivant les cas. Donc on a une formule qui est Q est égal à M fois grand L, tout simplement. Donc Q, c'est l'énergie thermique échangée en joules, M, c'est la masse de l'espèce chimique en kilogrammes, et grand L, c'est l'énergie massique de changement d'état en joules par kilogramme. Alors, on a un petit exercice d'application sur tout ce qui vient d'être vu, hein, sur l'énergie des changements d'état. Donc, vous prenez un bac à glaçons contenant 50,0 g d'eau liquide qu'on met dans un congélateur. Alors, on vous donne l'énergie massique de fusion qui est de 335 kJ par kilogramme. Alors, n'hésitez pas à mettre en pause pour essayer de répondre au brouillon, hein, aux différentes questions. Alors, pour la correction, donc, quelle est la valeur de l'énergie massique de solidification? Parce que là, on vous donne l'énergie massique de fusion. Eh bien, fusion, c'est le changement d'état inverse de la solidification. Hein, donc la solidification, c'est le changement d'état inverse de la fusion. C'est la même chose. Donc ça veut dire que L solidification sera égale à la même valeur que la fusion avec un moins. Hein. Les deux énergies massiques seront opposées. Donc L solidification sera égale à moins L fusion, donc sera égale à moins 335 kJ par kilogramme. Alors, deuxième question, écrire l'équation de la solidification de l'eau. Alors, solidification de l'eau, donc on passe de l'état liquide à l'état solide. La formule de l'eau, c'est H2O. Donc H2O, L entre parenthèses, une flèche. Donc on obtient H2O, S entre parenthèses, donc en indice. Alors, la solidification de l'eau est-elle endothermique ou exothermique? Alors, ce changement d'état, comme on l'a vu, est exothermique, hein, puisqu'il va libérer de la chaleur pour pouvoir passer à l'état solide. On doit libérer en fait l'énergie qui est contenue dans chaque particule qui a une certaine agitation, et comme cette agitation va baisser,
l'énergie de ces molécules va baisser. Donc elle ne va pas disparaître par magie, cette énergie. Elle est libérée au système extérieur. Alors ensuite, calculer l'énergie échangée lors de la solidification des 50,0 g de glace. Commenter son signe. Alors attention aux unités, parce que dans ma formule Q égale M fois grand L, M c'est la masse en kilogrammes. Donc je dois convertir les grammes en kilogrammes, première chose à faire. Alors je garde les 2 zéros qu'il y a derrière, parce que ce sont ce qu'on appelle des chiffres significatifs, donc M égale 0,0500 kg. Ensuite, mon énergie massique doit être en joules par kilogramme. Or là, elle est donnée en kilojoules par kilogramme. Donc, L solidification, c'est égal à moins 335 kJ par kilogramme, ce qui vaut moins 335 fois 10 puissance 3, ou moins 335 000 joules par kilogramme. Donc là, j'ai des kilogrammes, j'ai des joules par kilogramme, donc je peux appliquer ma formule. Q égale M fois L solidification, donc 0,0500 fois moins 335 fois 10 puissance 3, puisque vous avez bien un moins ici, qu'il ne faut pas oublier. Résultat, Q sera négatif, donc ça sera moins 1,68 fois 10 puissance 4 joules. Et commenter son signe, eh bien, puisque c'est négatif, ça veut dire que l'eau libère de l'énergie au milieu extérieur pour se solidifier. C'est ça qu'il faut dire, tout simplement. Quand c'est négatif, ça libère de l'énergie. Voilà, donc ça va libérer exactement, pour uniquement 50 grammes de glace, moins 1,68 fois 10 puissance 4 joules. Voilà, c'est terminé.